Allô, bonjour tout le monde. Vous allez bien? Oui. Super, ça va bien chez moi aussi. Aujourd'hui, je vous avais promis qu'on allait faire un peu de MATLAB. Je vais vous présenter un peu donc la méthode du maximum de vraisemblance et aussi comment estimer donc le modèle avec les résultats. Donc, on va voir ça essentiellement aujourd'hui pour vous permettre de pouvoir faire la deuxième partie donc du TP et en même temps aussi à vous donner ok, comment est-ce qu'on pourrait faire le maximum de vraisemblance donc dans MATLAB. Alors, avant d'entamer, est-ce que vous avez des questions pour moi? Oui, moi j'ai une question, monsieur. Ok. En fait, j'étais juste pas sûr. Je réalisais mes notes, là, puis quand on trouve un estimateur par maximum de vraisemblance, là, Mhm. euh, est-ce que ça est-ce que ça va toujours, est-ce que notre estimateur, c'est toujours toujours une distribution asymptotique normale ou ça peut varier en fonction, ça en fonction de, je sais pas comment dire, en fonction de la fonction, de la distribution de nos observations qu'on a utilisées pour calculer notre estimateur? Euh, Asymptotiquement, je pense que ça suit toujours une loi normale. D'après donc les théorèmes qu'il nous a donné dans le cours, où il a montré que ça converge vers la loi normale, 0 et puis I, où I donc, était la matrice donc, de l'information, qui était la dérivée seconde de... euh, hmm, j'ai oublié la fonction. Ouais, parfait. Exactement. Donc, c'est un résultat. Donc, vous pouvez l'utiliser sans Donc, problème. ok, parfait. Oui, asymptotiquement, ça va suivre la loi normale. Mais l'estimateur même ne suit pas nécessairement une loi normale, mais asymptotiquement, oui. Ok, ok. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait la méthode de double moins de carré ordinaire, donc variable instrumentale. Vous avez déjà fait ça? Non? Ok. Alors, je vous présente aujourd'hui, bon, ce ne sera pas trop long, essentiellement, mais c'est la deuxième partie ici, donc le modèle avec l'état qui vous sera utile, vraiment pour pouvoir faire votre TP, sinon il n'y a pas vraiment grand chose. Donc, juste pour rappeler, l'estimateur de vraisemblance, tel qu'on avait dit, le cadre que je vais vous prendre, c'est que je vais supposer que c'est un peu comme dans le TP, où on dit que Y égale. OK. Monsieur, Et, on voit juste MATLAB. euh, ouais, Vous n'êtes pas en train d'écrire? ouais. Vous ne voyez pas là? Ah, c'est beau. Oui, maintenant on voit, merci. OK. Y égale à X bêta plus epsilon. D'accord? Donc, donc, on avait ça. Puis on disait que ben, epsilon suivait une loi normale. Donc, on va dire ça comme ça. Alors, quand c'est comme ça, c'est que euh, on connaît la loi donc, de les epsilon. Donc, on a le F epsilon, OK, qui est égal à 1 sur sigma racine de 2pi, OK, exponentielle de moins 1 sur moins 1 demi de epsilon t carré, c'est ça, non? Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais considérer un cadre simple. Bon, allons-y comme ça, c'est bon. Donc, la loi de densité de epsilon est donnée par 1 sur sigma racine de 2pi exponentielle de moins 1 sur demi de epsilon t carré sur sigma carré. Ça, vous êtes d'accord?
parce que la moyenne est nulle, quoi. OK? Alors, la dernière fois, donc, je vous avais dit que quand c'est comme ça, c'est que vous pouvez remplacer l'epsilon par xt moins yt bêta. OK? Donc, exponentielle de moins demi xt moins, non, pardon, c'est yt. Yt moins bêta xt. C'est-à-dire que chaque epsilon t, ça fait yt moins bêta xt. Donc, divisé par sigma carré. OK? Donc, c'est comme si on a la loi vraiment des yt et les xt, quoi. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand on va calculer la vraisemblance, ça fait le produit de tout ceci. Ça fait 1 sur sigma racine de 2pi, le tout exposant t. Et ceci se multiplie, ça fait somme, OK, de yt, bon, le sigma carré aussi peut sortir, yt moins bêta xt, et tout carré. Si vous vous souvenez bien, la dernière fois, j'ai écrit quelque chose de ce genre. Alors, si vous prenez un log ln de la vraisemblance, ça va vous donner moins t ln de sigma racine de 2pi. OK? Moins 1 sur 2 sigma carré somme t allant de 1 grand T yt moins bêta xt du tout carré. Bon, bien entendu, ça, c'est cette expression, vous savez ce que ça donne aussi, hein? Ça, si vous faites la somme de yt moins bêta, c'est comme y moins x bêta prime fois y moins x bêta. Vous êtes d'accord avec moi, cette somme? C'est la même chose que ça. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Oui. Okay. C'est parfait. Donc, je pourrais remplacer ça comme ça, en disant que ça fait moins 1 sur 2 sigma carré y moins x bêta prime fois y moins x bêta. Alors, quand on a ça maintenant, c'est que j'ai cette fonction que j'ai bien écrite et pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Et pourquoi est-ce que j'ai voulu transformer ça en ça? Parce que ça, si je connais le vecteur, ça dans MATLAB, ce vecteur dans MATLAB, c'est coefficient et c'est vecteur, donc je peux écrire cette fonction en fait. Et je connais chaque élément ici. Maintenant, je vais aller maximiser, minimiser. Donc, vous savez que la maximisation revient à une minimisation, c'est-à-dire si vous voulez maximiser moins quelque chose, moins fdx, ça revient à minimiser fdx. C'est-à-dire, l'argument, le x que vous allez trouver ici, ce sera le même x ici. OK? Donc, si on minimise, si on maximise la log de la vraisemblance par rapport à bêta, ça revient à minimiser la log de la vraisemblance par rapport à bêta. Okay, donc, c'est ce que je vais faire dans MATLAB. D'accord, donc, je vais aller dans le code maintenant. Vous le permettez, ça va? Tout le monde est d'accord? Parfait. Alors, donc, je vais télécharger la base de données qu'on a déjà utilisée, Data Credit Defaults. Je crois que je l'avais déjà utilisé. Hein. On ne l'avait pas encore utilisé, mais en passant, bonjour, premièrement. Et deuxièmement, l'écran est tout gros. J'apprécie, merci. Je ne sais pas ce que vous avez fait là, mais cette fois-ci, je suis capable de tout voir, tout lire, puis il fallait que je vous le mentionne. Je suis content. Merci. Merci beaucoup, Francis. Merci bien. OK. Parce que j'ai eu à ajuster un peu avant de venir. OK. Donc,
Merci bien. Donc, cette base, bon, c'est aussi dans MATLAB. Peut-être que c'est dans l'autre cours que j'avais utilisé, Echo 8620. Donc, j'essaie d'extraire des variables. Donc, c'est juste une base de données. Vous voyez bien, elle a 21 lignes et 5 colonnes. Vous voyez bien, voilà. Donc, il y a 5 variables avec 21 observations. Donc, c'est juste ça, la nouvelle. Et la première variable, donc vous voyez bien, data, là, j'extrais la première colonne, donc c'est X. La 5e colonne, c'est Y. OK? Alors, ce que je fais, c'est pas nouveau pour vous, ça non plus. Alors, pour faire l'estimation par la méthode de vraisemblance, j'ai besoin de connaître donc, les paramètres sur la loi normale, sur les erreurs. Donc, le sigma, en fait, il faut que je la connaisse. Sinon, je ne pourrais pas faire l'estimation donc, par le maximum de vraisemblance parce que le sigma, c'est quelque chose qui est connu en fait, dans le modèle. On a une idée. Donc, à partir de ça, qu'on va faire. Donc, le sigma, je le définis par avance. Et le T, on le connaît. T, ce n'est rien d'autre que 21 normalement. Oups. Voilà, donc T, ça donne 21. OK, jusque-là, il n'y a rien de nouveau. Donc, j'ai extrait la première variable, donc la première colonne et la 5e colonne pour les mettre dans X et puis dans Y. Donc, c'est ça qui fait donc le vecteur, sont des vecteurs qui contiennent vraiment les YT sur chaque date. Maintenant, comment calculer la vraisemblance? C'est que ce que j'ai fait, c'est que je ne sais pas pourquoi j'ai mis cette première ligne, mais on pouvait mettre ça directement ici. Hein. Attendez, je vais copier ça. Là, c'est bizarre. Là, j'ai mis moins. OK. Je vais copier ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça d'abord avant de... Donc, je vais le remplacer là. OK. Donc, avant d'y aller, vous voyez bien ça, cette expression, T log de sigma fois 2 pi exposant 0,5. La parenthèse se ferme où? Se ferme ici. OK. Cette expression, regardez-la bien. Bon, non, je ne peux pas la coller là-bas. Vous voyez cette expression-là, T fois log de sigma racine. Bon, racine de 2 pi, quoi. Donc, c'est elle, en fait, qui est là. Et donc, ici, c'est T log de sigma racine de 2 pi que j'ai écrite. Mais bien entendu, je n'ai pas mis le moins parce que dans MATLAB, la fonction que j'utilise pour la maximisation, c'est une fonction de minimisation, en fait. Donc, je vais juste minimiser plutôt que de maximiser. Bon, je ne sais pas s'il y a la maximisation dans MATLAB, mais je sais qu'il y a la minimisation. Donc, je ne me casse pas la tête pour aller chercher s'il y a la maximisation. Et ça m'étonnerait qu'il y ait la maximisation, hein, connaissant un peu les mathématiciens. Si on a la minimisation, ben, ça suffit. On n'a pas besoin d'avoir encore la maximisation parce que ça reviendrait au même. Donc, on gagne du temps machine en incorporant moins de choses dans MATLAB. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas eu à aller chercher s'il y a encore la maximisation ou pas, mais je sais qu'il y a la minimisation. Alors, donc, il y a ce premier élément que j'ai écrit, qui est là. C'est lui qui était log de... Et oubliez ça d'abord, hein, je vais venir là. Donc, ça fait T fois log de sigma racine de 2 pi. Maintenant, plus le demi sigma exposant moins 2. Ah oui, c'est sigma. Le sigma carré est en bas. Donc, vous voyez, plus. Donc, j'ai appliqué le moins sur tout ça, donc ça fait plus. Demi, donc 0,5 qui multiplie 1 sur sigma carré. Donc, 1 sur sigma carré, c'est là que j'ai nommé sigma exposant moins 2. OK? Et maintenant, une fois que ça est connu,
la dernière partie, c'est y moins bêta x prime fois y moins bêta x que nous connaissons tous. Alors, quand je fais ça, alors tout ceci, c'est une fonction de quoi? C'est une fonction de quoi? Parce que là, quand je mets fun, c'est ma fonction, mais il faut que je dise en fait par rapport à quoi c'est une fonction. OK? Donc, j'ai dit que c'est bêta. Donc, c'est bêta la variable. C'est-à-dire que quand je vais exécuter cette ligne, il faut que tous les éléments qui apparaissent dans cette ligne ou dans cette équation soient préalablement définis. C'est-à-dire t doit être connu, sigma doit être connu, pi doit être connu. En fait, dans MATLAB, pi est vraiment connu. Okay? Pi, c'est 3.14. Okay? 0.5 doit être connu, sigma connu, y doit être connu, bêta. Voilà. Bêta est la seule chose qui n'est pas connue parce que c'est la variable. OK? Donc, c'est comme ça qu'on définit une variable. Et donc, vous pouvez l'exécuter. Et maintenant, il y a cette fonction que je vais... Bon, allons-y ensemble. Le fmin search. Donc, rechercher le minimum de la fonction. Donc, allons voir ce que ça fait. Help fmin search. Donc, x égale fmin search function x0. Donc, commence à partir de x0 et essaie de trouver le minimum local de la fonction local maximizer x. Voilà, essaie de trouver le minimum local de la fonction fun, ok, sur la variable x. Ok, donc si vous mettez fmin search, donc fun, donc une fonction donnée, donc notre fonction est là, et puis vous allez commencer à partir de x0 pour faire la maximisation. Pourquoi ça? Parce que c'est une méthode qui est, j'oublie l'expression, j'oublie vraiment. J'avais appris ça en 2012, une méthode qui est... Oh là là, bon, je vous explique le principe. Même si je n'ai pas le nom, je vous explique le principe. C'est que, regardez ça. Ouais, cette fois. Ouais, cette fonction qui est comme ça. Puis comme ça. OK. Alors, MATLAB ne voit pas comme nous voyons. Nous voyons bien, OK, une fonction qui est tracée dans le temps et que le minimum se trouve là. C'est-à-dire que si on vous demande, vous, de trouver le minimum tout de suite, alors vous allez dire, ben, c'est là. C'est là. Mais MATLAB, c'est un ordinateur. Il va de manière séquentielle. C'est-à-dire qu'il essaie de calculer, à chaque fois, il essaie de calculer. Ben, c'est ce que nous aussi on a fait, hein, mais vu que nous sommes plus performants, oups, Walid, merci. Alors, vu que nous sommes performants, nous sommes rapides, ou alors notre vitesse donc d'analyse est rapide, au point qu'on ne réalise pas qu'on le fait. C'est comme les vidéos, hein. Les vidéos, c'est une succession de photos, bien d'images, mais on ne le voit pas, on ne réalise pas qu'en fait, c'est une succession d'images parce que c'est rapide. Donc, voici ce que MATLAB fait. Vous allez vous rendre compte que c'est ce que vous aussi, vous avez fait. C'est que vous prenez un élément ici, vous trouvez son image. Donc, vous voyez que son image est là. OK, c'est bien. Et ce qui se passe, c'est que après, vous essayez de projeter cette image sur l'axe des abscisses. Bon, parfois on trace la première bisectrice. Hein. C'est-à-dire, si vous tracez la première bisectrice, ça va vous permettre de projeter ça. Vous allez voir que ça va tomber ici. Okay? C'est-à-dire que vous essayez de trouver cette valeur, vous le mettez ici, et vous essayez de trouver l'image de ça aussi. Et vous allez voir que ça va tomber là. Il est quelque part ici. Et vous voyez que cette valeur est plus petite que celle-ci.
Donc, ça veut dire que ici, bien, ceci n'est pas la valeur qui minimise votre fonction. Donc, vous voyez qu'il y a une valeur qui est plus petite. Donc, vous allez continuer le processus. Vous allez essayer de trouver l'image de ça aussi. Quand vous le projetez sur la première bisectrice, ça va vous donner quelque chose du genre comme ça. Alors, vous trouvez son image serait là. On voit que ici, on remonte, ça veut dire que quelque part, on n'a pas atteint vraiment le point. Et ainsi de suite, il essaie de faire le travail jusqu'à ce que, à un moment donné, il tombe dans un creux. Maintenant, quand il va tomber dans le creux, en fait, il ne va plus sortir. Ça devient un point stationnaire. C'est-à-dire que c'est l'équilibre. Et donc, c'est de manière dichotomique qu'il fait le travail. Il trouve l'image, il voit, OK, c'est plus petit que ça, okay, je continue, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça ne bouge plus. Là, on dit qu'on a trouvé le minimum. Maintenant, le problème, c'est que vous voyez qu'une fois que vous commencez, à partir d'ici, si vous commencez dans les zones environnantes, comment on dit, c'est minimum local, dans le sens que si vous commencez dans la zone environnant ce minimum local, votre solution va donner ça. Mais si vous commencez quelque part ici, vous allez voir que votre solution va tomber quelque part dans cette... Ça aussi, c'est un minimum local. Sauf que ce n'est pas le minimum global. Celui-ci est le minimum global parce qu'il minimise toute la fonction. Mais celui-ci est un minimum juste localement. Donc, le point de départ aussi a une influence aussi sur la solution. Si vous commencez, donc le problème de minimisation à partir d'ici, ça va influencer votre solution. Si vous commencez à partir d'ici, ça va influencer votre solution, à moins que votre fonction soit une fonction qui est vraiment quadratique. C'est-à-dire, elle ne présente pas plusieurs minimums locaux. Okay? Il y a un seul minimum local qui est en même temps le minimum global. Okay? Donc ça, c'est vraiment l'optimisation. Je crois que vous avez d'autres cours. Si vous avez des cours d'optimisation, vous allez voir ça. Donc, retournons dans MATLAB. Ce qui fait que, c'est ce qu'il fait. Donc, il faut lui spécifier vraiment le x0. Voilà, c'est juste ça. C'est ce que j'ai fait ici. Moi, j'ai pris 2, hein. On peut prendre une autre valeur. On va essayer tantôt. Donc, c'est aussi simple que ça. Maintenant, bon, vous pouvez essayer de trouver la valeur donc, de ce minimum-là. Donc, la valeur, c'est quoi la valeur? Je vous montre. La valeur, c'est celui-là, la ln de log. Puisqu'on essaie de maximiser ça, bon, ou minimiser ça par rapport à bêta. Bien sûr, ça nous donne le bêta. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi récupérer le ln de log pour connaître la valeur. Mais bon, ce ne sera pas utile en tant que tel. Mais je le prends quand même. Donc, définissons notre fonction. Et puis, faisons donc le minimum. Donc, là, on peut avoir donc le bêta par l'estimateur du maximum de vraisemblance, c'est 0.027. Donc, puis on va essayer d'avoir le f-value. Il est moins 16,65. Donc, le ln de log, ça doit être 16 parce que nous, c'est le moins qu'on a appliqué. Donc, le maximum, ça doit être 16,65. Aussi simple que ça. OK? Donc, c'est ça. Par contre, 0.0127. Alors, si vous essayez de... Là, j'ai essayé de faire le MCO pour comparer. Vous allez voir, le MCO aussi donne la même chose. Donc, dans le cadre où, en fait, les epsilons suivent une loi normale, le MCO aussi, le bêta MCO donne, en fait, le bêta EMV. Je pense que c'est une question du TP, une question théorique. Donc, je voulais vous montrer ça numériquement, que si vous partez donc d'une loi normale, vous allez voir toujours que le MCO va tomber sur le maximum de vraisemblance. OK. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Monsieur? Oui. Excusez-moi, mais dans la ligne 16, pourquoi vous avez mis le 2? 2, pas ouais, virgule 2. Je n'ai pas compris ça. C'est ça, je vais mettre 1 et puis on va essayer de le faire aussi, voir. Voilà, ça tombe sur la même chose. Ben, ici, c'est vraiment parce que quand on fait le minimum d'une fonction,
il faut lui dire par où il doit commencer à faire l'opération parce que c'est une succession d'opérations que MATLAB fait. Il calcule jusqu'à ce qu'il tombe vraiment. À un moment donné, ça ne bouge plus là. C'est là qu'il dit, OK, je suis arrivé au minimum. Ce n'est pas comme nous voyons la courbe et nous pouvons dire que c'est ça le minimum. Parce que là, vous voyez, nous, quand on voit, on sait que le minimum va se trouver ici. Parce qu'on voit de manière globale, celui qui a une vue plus globale de tout, il a un meilleur jugement que celui qui se trouve dans une dimension moins élargie. Et ben, son point de vue n'est pas nécessairement ce qui est vrai, dans le sens que quand vous voyez là, quand lui, il va être ici, il va dire oui, le minimum c'est ça. Mais vous savez que le minimum n'est pas ça, ce n'est qu'un minimum local. Et donc, pour nous qui lui demandons de faire l'opération, on va lui dire, OK, commence à partir d'ici, parce qu'on ne veut pas que tu tombes là. Là, si tu commences par ici, on sait qu'il va se retrouver ici. Mais la fonction que nous maximisons actuellement, heureusement pour nous, c'est une fonction qui est déjà concave à cause de ln et à cause de carré. Donc, les fonctions carrées sont convexes normalement. Donc, avec le moins, ils sont convexes. Concave, pardon. C'est-à-dire le x carré est convexe comme ça. Avec le moins, ça sera concave. De même que le log aussi sera concave. D'accord? Bon, de toute façon, ça, c'est une constante. On ne maximum pas par rapport à ça. C'est juste par rapport à ça. Donc, ça, c'est une constante. Donc, ici, c'est une fonction qui est concave, quoi. Donc, on sait qu'il y aura un seul point. Donc, peu importe d'où vous partez, vous allez tomber sur la même solution. OK? Et vous avez, je vais prendre un autre élément. Je vais prendre 1000. OK? Ça tombe toujours. Donc, même si je quitte très, très loin, il va revenir parce qu'il n'y en a pas d'autre moyen. Il n'y a qu'une seule solution. Mais quand il n'y en a pas plus qu'une seule solution, c'est là que le point de départ vraiment est important dans le point d'arrivée. OK? Est-ce que c'est clair? Allô? Monsieur, excusez-moi, pouvez-vous répéter pourquoi vous mettez min là au lieu de 1 ou 2? Maintenant, vous changez pour min, cela veut dire quoi? Mais Je n'ai pas bien entendu, excusez-moi. Oui, c'est pour dire que celui-ci, c'est vraiment le point de départ. Le point de départ de votre opération. OK? C'est le point, c'est la valeur X. OK? Je vais aller sur le tableau. Donc, ici, vous lui donnez un X, OK, à partir duquel il va commencer l'opération de minimisation. Donc, il y a plusieurs moyens. Il y a la méthode de Jacobi-Bellman, il y a la méthode de Cholesky, il y a la méthode de Riemann. Attendez, je vais aller sur Google pour vous montrer. Peut-être que ça va vous convaincre un peu. Optimisation. Oh, je ne sais pas pourquoi j'oublie. Monsieur, donc le 1, le 2, puis le 1000, ou peu importe la valeur qu'on fait, est-ce que c'est dans l'axe des abscisses? Oui, c'est dans l'axe des abscisses. Et le fan, c'est dans l'axe des Y. Le fan, c'est la fonction, oui, c'est ça. Méthode de Cholesky. Je vais juste vous montrer un peu à quoi ça correspond. Non, mais ça ne va pas marcher. Une question pour vous. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, vas-y. Donc, après la virgule, ça dit quand est-ce qu'on commence à vérifier pour trouver le minimum. Y a-t-il une fonction qui cherche le minimum global sans y dire où commencer? Non, ça, je ne pense pas qu'on ne peut pas lui dire ça. On peut pas. On est obligé forcément de spécifier où commencer. OK. Est-ce que vous voyez le Google sur lequel je suis? Oui, on est sur Google. OK. Oui. Je vais vous montrer quelque chose. Newton-Raphson. La méthode de Newton, souvent appelée Newton-Raphson. C'est une approximation locale du deuxième ordre de la fonction de courbe, la fonction de... Bon.
Je vais vous montrer. Voilà, il ne va pas charger rapidement. Hein. OK. Bon, non, je ne veux pas des matrices, je veux des choses simples. Il ne faut pas expliquer des choses difficiles avec des choses plus difficiles. On ne va pas s'en sortir. Non. Je veux la méthode numérique. Voilà, c'est les méthodes numériques. Voilà, c'est... Non, ils ne présentent pas... Ils sont vraiment dans les maths. Hein. C'est-à-dire, la méthode numérique, c'est... On est obligé forcément de spécifier un élément et puis il commence à faire les calculs. Il commence à faire les calculs, jusqu'à ce qu'il tombe vraiment sur un point qu'on appelle le point stationnaire, un point auquel, en fait, ça n'évolue plus. Okay? Donc, notez ça, méthode numérique. Pour ceux qui veulent faire des recherches après, voilà, on laisse la liberté à chacun. Méthode numérique d'optimisation. Voilà. Et vous allez voir, donc, il y a la méthode de... Là, vous allez voir dans la vidéo, hein, méthode de Cholesky, effectivement, MATLAB le reconnaît, Newton, Raphson, et puis Bellman, et plusieurs autres méthodes, mais ça revient toujours à la même chose. Quoi. Donc, apparemment, Cholesky, on pouvait le faire aussi directement. On pouvait demander, apparemment, Cholesky existe dans MATLAB, celui-là aussi existe. Donc, vous pouvez faire les recherches après pour savoir un peu plus, mais comprenez juste qu'il faut partir d'un point de départ pour permettre à l'ordinateur d'exécuter. Parce que ce qu'il va faire, c'est que, bon, il va prendre 1000, et puis il va mettre dans la fonction, il va remplacer le bêta par 1000, puis il va calculer ceci. Après, c'est ça en fait l'opération, je ne sais pas exactement. Celui-ci, c'est quelle méthode qui est utilisée. Bon. Je n'ai pas eu à chercher, ce n'est pas le plus important ici, mais vous pouvez chercher après, hein, essayer de voir c'est quelle méthode ils utilisent pour faire la minimisation. Okay. Après tout, ça nous importe peu, nous qui faisons MATLAB. C'est ceux qui font les maths qui vont s'inquiéter de ça. OK, donc on retient que on a la méthode de maximum de vraisemblance qui correspond avec le MCO parce qu'on est parti d'une loi normale. Okay. Si on était parti d'une loi qui n'est pas normale, vous allez voir qu'on n'aurait pas ici le carré, vous voyez, on n'aura pas la même expression en fait. On aura une autre expression, supposons qu'on avait une loi de Poisson, ou bien une loi exponentielle de moins lambda, ou bien une exponentielle de moins bêta x, ce serait différent. OK? Voilà, donc ça c'est la première partie. La deuxième partie, qui est encore simple aussi, c'est les retards. Les modèles retards, la dernière fois j'avais commencé à l'expliquer. Je vais l'achever encore aujourd'hui. Donc, je disais que je peux avoir une variable qui m'est donnée par y, mais le t, je n'ai pas envie de mettre t. Je vais mettre y qui est donné par y1, y2, y3, y4, yt-1, yt-2, yt-1, yt. Donc ici, on comprend que c'est t égale à 1, t égale à 2, t égale à 3, t égale à 4. Et là, je vais faire y moins 1. Donc, pour dire le retard moins 1. OK? Puis y moins 2. Alors, quand je fais retard, ça veut dire que lorsque je suis à t égale à 1, il n'y a rien. Quand je suis t égale à 2, c'est là que lui, il commence avec y1, y2, y3. Yt moins 2, lui, serait yt moins 3, yt moins 2, yt moins 1. Alors, retard moins 2, il n'y a rien, il n'y a rien. Alors, t égale à 3, c'est là qu'il serait égal à 1, y2, yt moins 4, yt moins 3,
YT moins 2. Donc, vous avez besoin vraiment d'avoir une image globale comme ça avant de comprendre ce que je vais faire par la suite quand je vais extraire. Donc, vous voyez, quand vous voulez faire une estimation maintenant de ça sur les deux, donc vous voulez faire Y égale alpha 0 plus alpha 1, Y moins 1 plus alpha 2, Y moins 2 plus epsilon. Alors là, vous avez besoin d'avoir cette variable, mais vous l'avez déjà, vous avez besoin d'extraire celle-là, vous avez besoin d'en avoir celle-là aussi. Donc, ce qui se passe, c'est que si vous voyez, il y a des manquants en fait. Donc, ce qu'on va faire pour avoir des données cylindrées, on va couper à ce niveau-là. De sorte que, vous voyez, donc là, le Y1, Y2 jusqu'à YT moins 2. Donc, on va perdre deux informations. Si T est égal à 21, on va avoir maintenant 19 observations. OK? Et ce qui fait que votre variable Y, maintenant, vous devez la redéfinir. Elle va être Y3 jusqu'à YT, le Y-1 retardé. Ça va être Y2 jusqu'à YT-1. Et la Y retardée deux fois, ça va être Y1 jusqu'à YT-2. OK? Donc, ce sont ces variables maintenant que je vais mettre dans MATLAB. Et pour faire ça, ben, ce n'est pas nouveau pour vous. Quand vous avez une variable, vous pouvez toujours extraire une plage vraiment de cette variable. On avait appris à le faire. Donc, ce n'est pas un problème. Allons-y. Donc, toujours dans Data, on avait dit que la cinquième variable, donc quand on avait fait tantôt, c'est ça qui correspond à Y. Donc, toutes les lignes et la cinquième colonne. Mais là, ce que je fais maintenant, je définis une autre variable qui est YT, et puis je dis, OK, il faut prendre de la troisième ligne jusqu'à la fin. OK, vous savez pourquoi je fais ça? C'est à cause de ça. Donc, la troisième ligne jusqu'à la fin. Donc, ce que je fais, et puis, toujours la cinquième colonne. Et puis, le retard 1, il faut prendre la deuxième ligne jusqu'à la fin, moins 1. Toujours la cinquième colonne. Le retard 2, la première ligne jusqu'à la fin, moins 2. OK? Donc là, j'aurai mes variables YT, Y retardé d'une date, Y retardé de 2 périodes. Et une fois que j'ai ça maintenant, vu que je veux cette estimation de YT sur YT1, YT2, sans oublier la constante, donc là, je vais créer un vecteur once, enfin, je vais créer X qui va contenir et celui-ci, Y2T, Y1T, et le vecteur once, et once, souvenez-vous, ce sera 19, c'est-à-dire T-2. OK? Donc là, je crée mon once avec le X0. Donc, vous voyez ce que c'est que X0. Hein? X0, ça fait donc le 1, 1, 1 avec le Y. Donc, vous voyez bien? C'est ça. Oui. Ça se répète ici, ça se répète. C'est vraiment le retard. Celui-ci, c'est le retard de celui-ci. Donc, vous voyez que ça se répète là. 0.14, 96, 0.14, 96, 0.0, 0.0, 0.14, 29, 0.14, 29, 0.13, 82, 0.13, 82. Donc, c'est vraiment ça. OK. Et puis maintenant, ben, moi, je fais juste la régression. Aussi simple que ça. Et ça vous donne, ça c'est pour la constante, ça c'est pour le premier retard, et ça c'est pour le deuxième retard. Ou bien on pourrait utiliser le modèle égal fit lm de x, non. Le fit lm, je suis obligé de définir, parce que dans le fit lm, il y a déjà la constante. Bon, comment est-ce que je fais? Bon, je peux
peux définir x, petit x égale y 1t et y dt. Voilà. Ok, là, je fais x, y, t. Et voilà. Donc, vous aurez ça. Ça donne le même coefficient. 0, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui, je pense que j'ai pas bien suivi. Le 5 dans la variable y1t, ça représente quoi exactement? La colonne. Oh, ok, parfait. Parce que, bon, notre variable y, c'est la 5e. OK. Ou soit, ce qu'on pourrait faire, au lieu d'utiliser d'état, vous pouvez utiliser y, parce que vous avez déjà y. Donc, vous pouvez dire, OK, y1 égale y2 2 and moins 1. OK. Donc, là, vous mettez plus de colonnes. OK. Ou soit, vous pouvez faire un y2t égale y et puis 1 and moins 2. C'est ça. C'est bon? Donc, vous allez voir que c'est la même. Il y a plusieurs manières de le définir, mais ça donne la même chose, quoi. L'essentiel, c'est de savoir, OK, vous prenez la variable et puis vous extrayez ce que vous voulez. OK. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Excusez-moi, ici, vous avez pris les valeurs ou les données de la colonne 5 parce que dans la matrice des données initiales, donc il faut seulement les données de la colonne 5 qu'il faut extraire, c'est ça? Oui, parce que la colonne 5, oui, parce que la colonne 5, c'est ça qui correspondait à Y quand je vous c'est ça. OK. Tandis que la colonne 1, ça correspond aux données de X, de la variable X. C'est ça. OK. Tandis que, par exemple, dans notre TP, ce sera différent. C'est ça. Donc, on doit préciser aussi quand même comme la position de X ou Y dans le fichier Excel des données initiales, c'est ça? Quand on importe les données dans MATLAB, on doit aussi comme préciser aussi la position de la colonne de Y ou X à partir des données, comme vous venez de faire ici, c'est ça? Je ne sais pas vraiment, mais il faut que ça marche. Enfin, ça dépendra de comment est-ce que vous disposez vos données. Donc, il faut vraiment juste que ça soit cohérent. Ok, donc on doit s'adapter, on doit s'adapter les données. Oui, parce que ici, par exemple, si quelqu'un fait ça, il n'a pas besoin de mettre une position. Là, ce que j'ai fait, là, je n'ai pas mis de position. Hein. Je n'ai pas mis de 5, hein, mais c'est la même chose que ça. Ça, c'est la même chose que ça. Donc, si quelqu'un fait ça, je ne vais pas lui dire non, il faut forcément faire ça. Okay. Il faut simplement que ce que vous êtes en train de faire soit cohérent. Okay. C'est bon, merci, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. OK. S'il n'y a pas d'autres questions, on ne va pas trop se retenir. C'est quand vous me remettez les TP? Lundi prochain. OK. D'accord. Bon, donc lundi prochain, on va corriger le TP. Et puis,
Je vais répondre aussi à vos questions si vous en avez. Je pense que ça devrait être le dernier TP. Et le dernier labo. D'accord? Parce que l'examen, c'est le 18, c'est ça, non? C'est mardi, l'examen, ouais. Ben, c'est le 15, le mardi. Ah, le 15? OK. Oui, donc on va voir le TP la veille. OK, bon, je vais corriger ça et puis vous allez poser les questions sur le cours, la méthode, tout ce que vous aurez comprendre avant d'aller, parce que je pense que ce sera document ouvert, donc ce serait bien d'avoir une idée sur les choses qui sont un peu floues comme ça, vous pourrez vous retrouver plus facilement. L'essentiel, c'est d'avoir une idée claire. OK, ça correspond un peu à ça. Même si vous n'avez pas la connaissance exacte, il faut avoir une idée claire quand même. Comme ça, vous pourrez vous retrouver pendant l'examen. OK. Bon, donc je vais vous laisser aller réviser encore. Je vous enverrai donc la vidéo soit aujourd'hui, soit demain. OK. Monsieur, j'ai encore des questions. Pour que le test, tester les hypothèses de cet exercice, on va utiliser les résultats qu'on a trouvés dans MATLAB et on peut comme tester les hypothèses, c'est ça? Oui, on avait déjà appris à faire les hypothèses, je comme pense. Comme TP1, c'est ça? Ouais. Comme TP1, on l'a fait, là, donc on va utiliser les mêmes résultats et puis on va... Exactement. On va faire les tests. C'est juste que ici, la partie, c'est de pouvoir organiser vos variables pour pouvoir faire l'estimation. C'est que le premier TP, c'est que les variables vous sont données, toutes les variables sont données, X1 donné, X2 donné, X3 donné, Y donné. Mais là, ici, on vous donne juste une seule variable, et puis c'est à vous de les organiser pour en avoir plusieurs pour faire la régression. C'est tout. C'est la seule différence. Sinon, c'est le même travail après ça. Oui, et après, j'ai une question concernant l'exercice, la question 4 du TP. Trouver la matrice de variance asymptotique. Il aurait la dérivée de deuxième degré selon θ et θ prime. Donc, comment on peut calculer ça? Dans le premier temps, on va calculer le dérivé selon θ, des dérivés de premier dérivé selon θ. Après, on calcule le dérivé de deuxième degré, mais selon θ aussi ou selon θ prime, parce que dans ce cas, selon θ prime transport, comment on peut, je sais pas, parce qu'on ne connaît pas la matrice de θ, comment on peut comme calculer selon θ prime, θ transport, la dérivée selon θ transport, je veux dire. Moi, je n'ai pas très bien compris la question. C'est pour savoir comment est-ce qu'on peut faire une dérivée par rapport à θ prime. Oui, c'est ça, parce qu'il a la dérivée deuxième degré selon θ et θ prime. Quand on voudrait calculer la matrice variance-covariance asymptotique de l'estimateur de vraisemblance. Bon. Donc, il faut trouver la matrice. Déjà, vous savez comment faire une dérivée par rapport à un vecteur? Oui. Dans les premiers cours, il vous a montré comment faire une dérivée par rapport à un vecteur, même par rapport à un vecteur prime. Okay? Parce que dans ce cas-là, il faut comment écrire le vecteur transposé et puis après dériver selon le vecteur transposé. Bon. Je sais qu'il y a des formules. Ça, par exemple, je sais que quand on dérive, je sais pas, AX par rapport à X, ça donne, je ne sais pas, hein, ça donne A, je pense, quelque chose comme ça. Maintenant, si on dérive AX par rapport à X', je pense que ça donne A'.
Je ne sais pas vraiment, mais je sais qu'il y avait des formules qui étaient données en début de cours, quoi. Donc, ça ne pose pas vraiment de problème que vous dériviez par rapport à θ. Bon. Donc, disons bêta ou bien θ, c'est pareil. OK? Parce Mais, que j'ai trouvé la fonction de logarithme de la fonction de densité ça, je vais ayant pas. θ. C'est juste que, c'est ça, je ne sais pas comment pour trouver la dérivée deuxième degré selon θ et θ prime en même temps. Non, pourquoi tu veux trouver ça avec en même temps? J'avais Parce déjà fait. qu'il faut trouver la matrice variance-covariance. Oui. Donc, la matrice variance-covariance est égale moins espérant de dérivée Bon. second degré. Je ne peux pas donner la réponse parce que la dernière fois, j'avais déjà fait ça, que je disais que si tu as une fonction f de x, quand tu dérives f par rapport à chaque élément x1, x2 jusqu'à xn, ça te donne un vecteur. Okay? Je disais que la première dérivée te donne un vecteur, dérivée de f par rapport à x1, dérivée de f par rapport à x2, ainsi de suite, dérivée de f par rapport à x, bon, t, on supposait comme ça. Et puis après, tu dois redériver ça encore. Ben là, ça te donne ça. Dérivé de f par rapport à x1 carré, dérivé de f par rapport à x1 par rapport à x2. Et c'est ça il nous a donné la matrice. C'est une matrice. Par rapport à x1, xt. Et tu fais la même chose, f par rapport à x2, x1, x2. Ainsi de suite. Donc, c'est une matrice, en fait, que vous allez obtenir. Et il a donné cette matrice aussi dans le cours. Donc, il ne faut pas aller écrire dérivé de quoi? De log, quoi, par rapport à θ, par rapport à θ prime. Donc, ça, c'est ça la forme. La matrice, en fait. Ça, tu ne peux pas l'avoir. C'est la matrice, donc tu dois délivrer. Si θ, si c'est deux variables seulement, donc ça va vous donner juste une matrice carrée d'ordre 2. Ou c'est 4 éléments que vous devez juste calculer. Donc, ça ne pose pas vraiment de problème, quoi. OK? Faut pas... je sais calculer la dérivée, même de deuxième degré ou second degré. C'est juste que je ne sais pas comment, comme l'ordre de calculer. Ça va donner la matrice. Oui, tu fais par rapport à... il faut regarder plutôt la matrice ici. Il ne faut pas... Laisse tomber cette formule-là. Cette formule-là, il faut la laisser. Regardez la matrice. Je calcule la dérivée premier degré selon θ. Après, je calcule la deuxième dérivée selon θ encore. Ben, le problème, c'est que votre θ, c'est une variable ou bien c'est un réel? Et c'est un vecteur ou bien un réel? Selon la fonction, il y a la fonction de densité, donc c'est plutôt le réel, pas comme le vecteur. Mais si c'est un... Non, je parle de θ. Excusez-moi. Votre θ, est-ce qu'il est réel ou bien c'est un vecteur? C'est en réel seulement les x qui changent de x jusqu'à xt. Mais la valeur de θ, c'est en réel. Oui, donc vous n'avez pas à souffrir. Le θ' c'est θ, ou bien quand il s'agit d'un réel. Ok, θ' sera θ. Tout à fait. OK. Quand c'est un réel, θ' égale à θ. Mais si ce n'est pas un réel, θ' n'est pas θ. Donc c'est une matrice. Ça va donner une matrice. Mais quand c'est un réel, regardez, on a f de x. Quand vous dérivez, le x c'est un réel. OK. Ce n'est pas un vecteur. Donc vous dérivez juste par rapport à f de x, par rapport à x. Ensuite, vous dérivez encore par rapport à x. C'est tout. Okay, c'est bon, parfait. Voilà. Donc, mais si c'est dans le cadre général, ça donne une matrice. Maintenant, ben, si c'est juste un réel, ça veut dire que ça va vous donner juste le premier élément qui est ici. F carré par rapport à x carré. C'est tout, deux fois la même chose. Mais quand c'est un vecteur, c'est là que ça vous donne plusieurs éléments donc, dans ça. Ouais, il faut... Ça, parce que la semaine dernière, vous m'avez montré, c'est plutôt comme deux éléments. Un, c'est mu et l'autre, c'est sigma. Donc, exactement. Tandis que maintenant, il ajoute θ. Et puis, après, c'est selon θ'. Donc, ça, je mélange
sais pas comment l'autre de calculer la dérivée, là, c'est ça. Donc, je sais comment calculer la dérivée. Je vois maintenant. C'est ça. OK, c'est parfait. Bon, merci beaucoup, monsieur. J'évite pour ne pas répondre à la question quand même. Pour ne pas répondre à la question, je ne vais pas répondre directement à la question du TP. Sinon, ce ne serait plus intéressant. C'est bon. OK, c'est parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, non. Merci. Envoyez-moi des courriels si vous en avez. Je vais répondre sans problème. Oui, monsieur, merci beaucoup. Bien entendu, il faut que ce soit quand même... Il ne faut pas que ce soit proche de l'examen. Hein. À la veille de l'examen, je ne reçois plus de questions. OK. Merci bien.